Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu cette semaine, mon cher Kira ? Bonjour Sid, écoute, ça va très bien, je passe une très bonne semaine, happé par Dragon Age The Veilguard, le jeu que j'attendais pas, je partais même pessimiste sur ce jeu, tu vois, et en fait il se trouve que c'est un des jeux que j'apprécie le plus cette année, c'est fou, je m'y attendais pas, je suis à 35 heures de jeu, et vraiment, dès que je peux, je grappille 3 quarts d'heure par-ci, 1 heure par-là pour pouvoir y jouer, et je compte les minutes entre chaque session. Sinon, j'ai pas fait grand-chose d'autre, j'ai testé 2 démos, j'ai testé la démo de Dynasty Warrior Origin qui est dispo sur PlayStation 5. Ça reste un mousseau classique, mais il y a pas mal de petites nouveautés, donc ça m'a pas mal emballé, mais j'attendrai peut-être un petit prix pour en tout cas. Et j'ai testé une autre démo, alors un jeu que je ne connaissais pas du tout, ça s'appelle The Thaumaturge. C'est un jeu en fait un peu mix entre narration et point and click en vue de dessus, et ça se passe à Varsovie dans les années 1900 où tu suis un espèce d'exorciste en fait, et tu vas avancer dans un univers un peu très Europe de l'Est. Je connaissais pas du tout ce jeu, il s'avère qu'il est sorti sur PC en mars 2024 et c'est des jeux qui a eu des notes de ouf et qui est très très apprécié par la communauté. C'est un peu proche du Disco Elysium dans le gameplay, tu vois. Et tu joues sur quoi ? Sur PS5 ? Et ouais, la démo est dispo sur PS5, il va sortir sur PS5 et je t'avoue, j'ai testé ça tout à l'heure parce que j'étais intrigué sans en avoir entendu parler et j'ai été vraiment très très conquis par le jeu. Du coup je me suis précommandé l'édition signature qu'ils appellent ça, parce que c'est un petit studio indépendant et puis j'ai envie de les soutenir. En tout cas on arrive dans une grosse période de jeux vidéo, ils ont pas forcément de pub et si vous avez l'occasion, téléchargez la démo sur PlayStation 5, c'est très cool. Et écoute, cette semaine j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, donc je suis allé une fois au ciné voir Gladiator 2. Alors est-ce que c'est aussi nul qu'on le dit ? Écoute, j'en ferai ma chronique de la semaine prochaine. D'accord. Donc je garde un petit peu le suspense, sachant que le 1, je suis pas particulièrement un grand fan du 1, donc voilà. Mais non, j'en dis pas trop parce que j'avais quand même des choses à dire assez intéressantes sur ce film. Et sinon, je continue toujours Silent Hill 2. Là, j'ai terminé l'hôpital, donc j'avance bien. Je suis aux 2/3 du jeu, donc ça se passe toujours très bien. Donc chronique assurée avant la fin d'année, avant fin décembre et j'ai hâte de vous en parler, évidemment. Écoute, dis-nous, de quoi on va parler cette semaine ? On va faire un petit débrief des nominés des Game Awards. Donc ça va être pour la partie news. Donc il n'y aura que ça qu'on va traiter parce que ça va être assez dense, je pense. Derrière, tu vas nous tester le jeu Sea of Stars. Et en sujet hors sujet, moi, cette semaine, je vais parler d'une œuvre cross-média, d'une saga de jeux vidéo que j'apprécie beaucoup, mais qui est pas mal décriée. C'est Watch Dogs Tokyo en manga. Donc, pour une fois, je vais parler d'un manga, ce qui est quand même assez rare dans l'émission. Et du coup, comment on peut nous retrouver, les 5 étoiles, tout ça, comment faire du bien à la taverne du gamer ? Alors, si vous voulez faire du bien à Sid, à la taverne du gamer, vous pouvez mettre 5 étoiles sur toutes les applications de podcast. On est disponible sur toutes les applications, bien sûr. N'hésitez pas à nous envoyer des formulaires aussi, à écrire sur les formulaires sur le site web, comme ça on peut vous lire dans l'émission. En tout cas, vous faire un petit big up, ça nous fait plaisir, on en reçoit assez régulièrement. Et puis surtout, mettez des commentaires sur les applications de podcast, donc Apple, bien sûr, et Spotify également, maintenant on peut mettre des commentaires et ça fait plaisir de les lire en tout cas. Et sur ces bonnes paroles, mon cher Kira, je te propose que l'on attaque, petit générique, et on parle des nominés des Game Awards. Wouhou! La cérémonie des Game Awards, donc c'est cette cérémonie maintenant qui est devenue, on va dire, le fer de lance du jeu vidéo. C'est un peu les Oscars du jeu vidéo même, parce que même s'il y a des cérémonies partout de prix dans le monde, on a les Pégases en France par exemple, la cérémonie des Game Awards est peut-être la plus populaire à l'heure actuelle, et ils viennent d'annoncer donc leurs nominés, donc dans plusieurs catégories. Alors je vais pas vous citer toutes les catégories de nominés, mais il y a quand même 2-3 petites choses très intéressantes. On va commencer donc par la meilleure direction, déjà pour commencer. Alors, on a en nominé Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Entry, Final Fantasy VII Rebirth et Meteor Refantasio.
Métaphore. Voilà, métaphore, oui, faut métaphore. Pourquoi je cite la meilleure direction en premier ? Parce que c'est exactement la même sélection que justement le fameux GOTY, donc jeu de l'année. Que penses-tu de cette sélection ? Alors cette sélection meilleure réalisation, meilleure direction, parce qu'il y a la meilleure direction artistique aussi, ça sera après à ne pas confondre. Qu'est-ce que je pense de cette sélection ? Je la trouve pour 5 points sur 6 tout à fait légitime. Je trouve que c'est des jeux qui ont tous marqué l'année. Après, ça va être un petit jeu d'équilibriste pour nous parce qu'on va essayer de pas donner nos propres GOTY, nos propres nominés pour notre émission spéciale qui arrive toujours en fin d'année. Mais en tout cas, très content de voir Astro Bot parce que il a fait, ça a été le jeu de la rentrée. On peut le dire, il a fait vraiment. Il a vraiment fédéré, il a fait parler de lui. Balatro, c'est mon petit chouchou indé, donc c'est très bien d'avoir une représentation de la scène indépendante dans les jeux de l'année, carrément, au-delà même de la catégorie jeux indépendants. Black Myth Wukong, en termes de qualité, pour moi, c'est celui qui est peut-être en deçà des autres, même en termes de notes, de presse, des joueurs, mais par contre, très très belle direction artistique, donc là aussi, je trouve que ça s'entend. Final Fantasy VII Rebirth, lui a été plutôt l'événement du début d'année, en plus un jeu très très ambitieux, et enfin Métaphore ReFantasio, donc là c'est le RPG de la fin d'année, donc c'est cohérent. Beaucoup de jeux japonais, hein, d'ailleurs les jeux japonais sont très représentés dans ces nominés, et le dernier que j'ai pas cité c'est Elden Ring qui est un DLC. Donc les règles ont un petit peu changé au dernier moment parce que normalement de base les DLC n'étaient pas inclus dans les jeux de l'année. Donc il y a débat, si tu veux on en discutera, mais moi je trouve ça dommage pour les DLC des années précédentes qui auraient mérité du coup d'être nominés dans ces cas-là. Je pense surtout aux DLC de Cyberpunk. Mais pour moi, c'est vraiment en tout cas 6 nominés qui le méritent et j'ai pas de grief à part. Voilà, peut-être sur Elden Ring qui pour moi n'a pas sa place, sachant qu'en plus il a déjà eu son GOTY. Moi je suis content parce que dans le lot des nominés il y a un jeu qui j'espère va avoir le GOTY, donc à voir ce que ça va donner en tout cas. Je t'avoue je suis un peu surpris, c'est pour Balatro. Balatro, oui, comme tu dis, c'est un jeu indépendant, mais de là à dire que c'est un GOTY, pourquoi pas, mais pourquoi la meilleure direction en fait, parce que ça reste, je l'ai un petit peu regardé le jeu, c'est vrai que je l'ai pas essayé mais j'ai vu pas mal de vidéos, ça reste un jeu de cartes, certes addictif mais ça reste un jeu de cartes quand même. Et est-ce que le jeu comme Elden Ring, le DLC, a-t-il vraiment sa place en tout cas dans la sélection des GOTY? Moi par exemple, il y a certains jeux qui sont sortis cette année que j'aurais bien aimé voir dans cette sélection. Je pense à Stellar Blade par exemple, un jeu de la Corée du Sud qui s'est très très bien vendu et pour le coup qui a une très grosse cote d'affection parmi les joueurs, et je pense que ça aurait été un bon signal en tout cas de mettre en avant la Corée par rapport à ça. On a également Dragon's Dogma qui est sorti, donc certes le jeu était un peu décrié mais avait l'avantage d'avoir une vraie vision et surtout une vraie patte, que ce soit artistique ou même en termes de gameplay, pour faire quelque chose de qui est clivant certes, mais avoir sa propre identité. On n'est pas dans quelque chose de générique avec des lignes jaunes partout par exemple, ou même je vais en parler, le dernier Dragon Age qui pour moi aurait mérité de figurer parmi cette sélection en tout cas. Donc ça reste de la déception, donc forcément on peut pas être satisfait de tout en tout cas, mais je t'avoue moi avoir été surpris par cette sélection parce qu'autant Astro Bot, Final Fantasy je m'en doutais, Métaphore, ok, je m'attendais aussi à quelque chose de fou, bien que je m'attendais pas à l'avoir non plus dans cette sélection, mais je t'avoue quand même avoir une légère déception en tout cas. Si c'est lié à Balatro, toutes les personnes qui ont joué à Balatro te diront qu'ils le méritent, et ceux qui n'y ont pas joué comprennent pas pourquoi il y est. Et ça résume finalement bien les déceptions ou les griefs qu'ont les gens généralement envers ces nominés. Est-ce que vous avez joué à ces jeux ? Et si vous avez joué, est-ce que vraiment ils sont en deçà d'autres jeux que vous avez joué dans l'année ? Et finalement, c'est là qu'on se rend compte, déjà on peut pas nominer tout le monde, mais qualitativement parlant, tous ces jeux-là ont clairement leur place. Moi, j'aurais, c'est vrai, préféré Stellar Blade à Black Myth Wukong, pareil, mais je me suis un petit peu abstenu de le dire parce que j'ai pas joué à Black Myth Wukong qui me semblait sur le papier un peu moins bon, mais Stellar Blade, lui, par contre, ouais, je l'ai dosé et le jeu est vraiment très très bon. J'ai été étonné de pas le voir, mais Balatro dans la meilleure réal,
la meilleure réalisation en fait récompense pour moi les meilleures idées de game design. D'accord. Et Balatro est un jeu de game design, tu vois, et c'est en ça je pense qu'il tire son épingle du jeu. Et de toute façon j'en ferai une chronique tout bientôt aussi, hein. C'est le prochain jeu que je chronique, Balatro, et je vais développer ça. Mais en tout cas moi je suis pas du tout surpris de le voir, et je suis au contraire très très content de voir Balatro. C'est plus le DLC. Tu penses qu'il a toutes ses chances de gagner du coup? Non, je pense qu'il ne gagnera pas, parce que pour être jeu de l'année il faut être une œuvre complète, je pense, et il y a quand même des défauts à Balatro, notamment le design. Enfin, c'est très épuré, c'est très simpliste. Et oui, même si il y a des très bonnes idées dans l'animation, dans plein de choses, non, pour moi, il devrait pas être jeu de l'année. Je ne pense pas, par rapport à des titres beaucoup plus ambitieux. Mais par contre, là où ça m'aurait fait plaisir, c'est de récompenser un jeu qui n'est pas un AAA. Parce que justement la course au AAA c'est un petit peu le cancer aujourd'hui de l'industrie, avec les jeux toujours plus coûteux, les licenciements quand ça marche pas, et enfin beaucoup de studios se mettent en danger avec des très grosses productions. Donc de voir un petit jeu gagner, ça aurait été en tout cas un très très beau signal pour l'industrie. Ça c'est ce que j'aurais aimé. C'est mon vœu pieux, mais je ne pense pas que Balatro gagne. Surtout qu'avec le recul, tu vois, donc on a Astrobot, qui est un jeu Sony, on va avoir Elden Ring, qui a déjà été récompensé une fois, mais bon, c'est plus un petit studio maintenant, From Software. On a Final Fantasy VII Rebirth, qui est un remake déjà. Pour moi, c'est comme un DLC, mais c'est un remake, et en plus, ça reste un jeu Square Enix. À côté, on va avoir Blasphemous Kong, donc là, pour le coup, qui est un studio qui sort de nulle part. Balatro, pareil, un jeu indépendant qui sort de nulle part. Métaphore, je le connais pas trop, on m'a dit que c'était un espèce de persona qui était très très cool, soit dit en passant, la preuve il est là, mais c'est le studio Altus, hein. Voilà, ça reste le studio Altus, donc une très grosse prod aussi. Donc au final, est-ce que on s'orienterait pas vers le GOTY sera forcément un AAA, tu vois? Est-ce que ça serait pas ça le message que nous véhiculeraient maintenant les Game Awards? Bon, après, de mémoire, les GOTY ont toujours été des grosses productions. Justement. Mais est-ce que c'est un mal? Je sais pas. Enfin, moi, je rêverais encore une fois de voir des petites productions gagner, mais celles qui finalement font le plus de bruit sont souvent des grosses prods, celles qui sont les plus vendues aussi. Donc, pour moi, c'est des jeux événements. Donc, je vois pas. Pourquoi, tu vois, dans cette liste, il y en aurait un qui n'aurait pas sa légitimité, sachant que ce sont des bons jeux qui ont marché, qui ont fait parler d'eux avec des grosses communautés. Après, évidemment, on aimerait avoir son jeu de cœur dedans, Silent Hill par exemple, Like a Dragon, enfin, il y a débat, mais la sélection, moi, je la trouve pas incohérente, surtout quand on regarde les notes presse ou les notes des joueurs, ce sont les jeux les mieux notés. Donc, qu'est-ce qu'un GOTY si c'est pas les jeux les plus appréciés et les mieux notés? Voilà. Qu'est-ce qu'un GOTY finalement? On a chacun notre GOTY, donc voilà, c'est là où il y a la frontière, quoi. Là-dessus, je suis en phase avec toi, mais au final, à part Disco Elysium qui a gagné dans ces 10 dernières années, tout le reste, c'est du jeu AAA. Donc, est-ce que c'est pertinent de mettre un jeu comme Balatro, par exemple, si on sait d'avance, bon après on peut se tromper, hein, mais si on sait d'avance, il sera peut-être pas sélectionné. Ah ok, ça lui fait une bonne pub. Je trouve que c'est légitime qu'il soit. Et encore une fois, un jeu indé à toutes ces, pour moi, mérite d'être élu jeu de l'année. En fait, ça c'est indéniable. Disco Elysium, encore une fois, on a un parfait exemple. Mais après, encore une fois, est-ce que ce serait pas un combat déséquilibré? C'est plus dans ce sens-là, parce que le principe des jeux de l'année, je trouve qu'il est très opaque. En fait, comment ils sélectionnent leurs jeux. Tu vois, il y a une certaine opacité dans cette cérémonie qui est très clinquante, très bling-bling. C'est du show, hein, clairement, hein, c'est du spectacle. Mais je trouve qu'on a une certaine opacité sur ce genre de choses. Et c'est dommage parce qu'au final, est-ce que cette cérémonie est-elle pertinente? Est-ce qu'un jeu GOTY est-il vraiment un très bon jeu? Est-ce qu'un jeu GOTY est-il vraiment mérite qu'on l'achète ou quelque chose comme ça? Bon, faites-vous votre propre avis, bien entendu. Mais voilà, c'est plein de questions comme ça. Et je trouve que autant pour certaines cérémonies, il peut y avoir une certaine transparence, autant là j'ai pas l'impression en fait. En tout cas c'est moi le ressenti que j'en ai. Ouais, après franchement je sais pas parce que ce serait déconnant à partir du moment où les sélections ou les jeux nominés étaient pas corrélés avec le ressenti des joueurs ou les notes des joueurs ou le succès commercial. Les GOTY et les nominés sont unanimement des jeux que les joueurs ont appréciés, que les joueurs aiment. Donc est-ce que, c'est plutôt la question qu'il faut se poser, est-ce que ces nominés ou est-ce que les GOTY sont représentatifs des joueurs et de leur goût et de ce qu'ils ont apprécié? Je pense que la réponse est oui.
Et quant au jury, les influenceurs, malgré tout, ils représentent pour une partie d'eux la communauté de leur pays respectif, sachant qu'il y a plusieurs pays en plus qui sont représentés. Donc je sais pas, moi je nourris pas, si tu veux, de doute sur le bien fondé de la cérémonie, sachant que c'est un événement commercial en plus. Il faut pas perdre ça à l'esprit, c'est fait pour vendre des jeux, c'est fait pour faire le buzz, c'est fait pour marcher sur les réseaux. Enfin, c'est vraiment un événement qui tire sa simple légitimité des gens qui vont les regarder et du plaisir que ça va procurer à le regarder. Enfin voilà, moi je pense que c'est bien pour mettre en avant les jeux, en avant les développeurs, et j'ai pas de grief particulier sur... Tu vois, je me prends pas la tête, je me dis, est-ce qu'il y a du complot derrière, est-ce qu'il y a des gens qui ont payé, franchement, et puis... À voir, en tout cas, encore une fois, moi j'ai un jeu que j'aime beaucoup dans cette sélection, donc je suis malgré tout content, mais voilà, c'était moi mon petit bémol, en tout cas, sur j'ai aussi ce bémol, moi, en tout cas, pour Elden Ring, moi, le DLC, là où surtout je le trouve incohérent, c'est que les autres années, il n'y avait pas de DLC, et aussi Elden Ring, pour moi, le jeu a déjà son GOTY en fait, et un DLC fait partie intégrante du jeu. Donc ça ne devrait pas être là, et encore une fois, moi, je vois pas de complot ou de choses derrière, tu vois, ça je suis pas là-dedans. Je suis pas de là à dire qu'il y a un complot, faut pas déconner, mais tu vois, par exemple, on parlait de Cyberpunk, c'est très intéressant comme cas, parce que le jeu n'a pas été élu au GOTY à l'époque, c'est sorti cassé, le jeu a fait peau neuve quand même dernièrement, et c'est vrai que le DLC de Cyberpunk est un jeu à part entière, et en plus qui peut se jouer en standalone, aurait mérité de faire partie de cette sélection. Et c'est pour ça qu'au final, moi je me posais pas trop de questions au début, mais quand je vois l'arrivée, enfin les règles qui changent 2 jours avant, plus l'annonce derrière, je me dis ouais, c'est quand même un peu chaud. Et je pense qu'il y a des jeux qui méritaient davantage, Stellar Blade encore une fois, d'être à la place de ce fameux DLC d'Elden Ring. Et pourtant j'adore Elden Ring, tu me connais. Meilleure narration, donc on a Final Fantasy VII Rebirth, on a Like a Dragon Infinite Trails, donc malheureusement qui n'est pas au GOTY lui, Métaphore ReFantasio, celui-ci en tout cas a l'air de beaucoup plaire, beaucoup faire parler, tout à fait. On a Hellblade 2 et Silent Hill 2, donc moi je trouve que c'est une bonne sélection également, quels que soient les jeux, c'est vraiment des jeux qui sont centrés sur la narration, sur des bons scénarios, sur des personnages travaillés en tout cas. Donc moi ça me paraît bien. De ton avis, pas de réserve là-dessus. Meilleure direction artistique, donc on a Astrobot, Black Myth Wukong, Elden Ring toujours, Météaphore et Neva. Je suis content de voir Neva, ça a l'air très joli en tout cas, je l'ai pas encore fait. Neva. C'est de l'espagnol. Ouais, Neva. Je l'ai pas encore fait, j'ai vu les images, ça a l'air très très cool en tout cas. Ouais. Voilà. J'aimerais bien le faire. Moi ça me tente aussi, je l'ai sur ma console, je t'avoue, mais je l'ai pas encore lancé. Il paraît qu'il faut être dans un bon mood pour y jouer, donc on va voir. Donc voilà, Elden Ring, je suis pas étonné forcément, donc ça a l'air d'être voilà. Astrobot peut-être un petit peu. Tu m'avais dit que c'était peut-être un peu générique ce petit robot. Donc est-ce que lui mérite sa place en tout cas Ouais, c'est vrai, t'as pas tort, parce que Astrobot, finalement, sa direction artistique, il va la piocher dans un peu tout ce qui existe chez PlayStation, donc est-ce qu'on peut lui reprocher ou pas ? Moi, ça a été un reproche, par exemple. Oui, donc, ouais, peut-être, t'as raison. En termes de direction artistique, j'aurais vu, peut-être autre chose, bien vu. Moi, j'aurais bien vu un Dragon Age. C'est vrai que j'arrête pas de spammer sur les réseaux sociaux de mes screens de Dragon Age. Je vais t'en envoyer tout à l'heure, tu vas halluciner. La direction artistique de ce jeu est juste fantastique et je pense qu'il aurait pu avoir sa place, en tout cas dedans. Au niveau des musiques, on a Astrobot, Final Fantasy, obligé, hein, Météaphore, Silent Hill 2 et Stellar Blade. Je t'avoue que moi, mes deux pronostics, ça serait Final Fantasy ou Silent Hill 2. Je sais pas ce que t'en penses, si t'es d'accord ou pas. Alors moi, bande-son, je mettrais dans la sélection. Je dis pas pour moi, hein, mais dans la sélection, je mettrais assurément Final Fantasy VII. C'est la plus grosse prod de bande-son d'OST que j'ai jamais vu de ma vie. Mais par contre, dans l'audio design, clairement Silent Hill 2, et je le dirai lors de mon test, en fait, il y a un énorme travail autour de l'audio design qui fait que Silent Hill, pour moi, il peut que l'avoir. Enfin, ce serait un non-sens de pas le donner à Silent Hill. Et justement, tu me tends une perche, parce que le meilleur design audio, donc on a Silent Hill 2, Astrobot, Call of Duty, ok, Final Fantasy VII Rebirth et Hellblade 2. Et c'est vrai que les retours que j'ai sur Final Fantasy sont ouf, et je pense qu'il a toutes ses chances. T'as pas fait Hellblade 2 alors au final ? Non, j'ai pas fait Hellblade 2, j'avais pas très envie de le faire, j'avais bien aimé vite fait le premier, et c'est vrai que c'est pas mon genre de jeu de base en fait. Je comprends que ce jeu ait ses fans, et je comprends que le jeu ait plu, mais avoir un personnage en fait qui parle tout le temps parce qu'elle est folle au casque, c'est un peu chiant, je t'avoue.
Tu m'étonnes. Meilleure performance, donc il y a Anatel pour Life is Strange, on a Brianna White pour Final Fantasy VII, donc c'est pour un rapport à la chanson de je sais plus comment elle s'appelle, d'Iris, tout à fait. On a Amberly Gonzalez pour Star Wars Outlaws, on a Luke Roberts pour Silent Hills 2 et Melina Jurgens pour Hellblade 2 également. Pareil, je trouve que c'est une bonne sélection. J'ai eu l'occasion de voir la performance de Brianna White pour Final Fantasy qui est juste incroyable, donc là je t'avoue que moi j'espère que c'est elle qui va décrocher le fameux Sésame. Ou Melina Jurgens, du coup c'est peut-être le seul gros point fort que je verrai Hellblade 2, c'est le jeu de l'actrice, peut-être un peu surjoué d'ailleurs, certains diront pour Hellblade 2. Bah en fait c'est ce que je dirais, moi en fait je la trouve un peu surjouée. Mais c'est un gros point fort, en tout cas à mon sens, du jeu pour ceux qui l'ont apprécié. C'est peut-être même le plus gros point fort du jeu. Hein. Mais voilà, c'est par rapport à cette sélection-là. Et pour terminer, je voulais parler de l'innovation dans l'accessibilité. Donc on a Call of Duty Black Ops 6, Diablo 4, Dragon Age, Prince of Persia et Star Wars Outlaws. Donc c'est vrai que c'est des jeux qui ont fait énormément de choses pour rendre accessible, que ce soit aux handicapés moteurs, aux daltoniens par exemple, aux personnes qui ont des problèmes auditifs. Enfin, c'est vraiment un jeu qu'on peut, on va dire, customiser pour le rendre plus proche de sa façon de jouer et surtout de sa façon d'interagir avec le jeu. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas déconnant non plus. Ça reste des jeux qui sont très très qui ont fait fort cette année en tout cas. Et je trouve que c'est une bonne idée en tout cas déjà de les mettre en avant et surtout de les récompenser. Ouais, c'est vraiment, je trouve, les AAA ou même les plus petites productions maintenant mettent vraiment beaucoup de moyens dans tout ce qui est accessibilité. Même Silent Hill 2, je suis étonné de tout ce qu'on peut faire comme paramètres pour avoir vraiment son expérience à soi, son expérience, tu vois, un peu personnalisée. Et ça, je trouve que c'est une des grandes avancées du jeu vidéo aujourd'hui, c'est de rendre le jeu vidéo le plus accessible possible. Il y a parfois ça occasionne des choses un peu moins sympas et tu le dis souvent, quand il y a des jeux trop balisés et tout, en termes d'accessibilité, ça peut un peu sortir de l'expérience. Mais par contre, c'est vrai que le jeu vidéo moderne s'ouvre énormément et ça c'est super. Moi, je trouve vraiment que c'est une très très belle avancée. En tout cas, dans les jeux que j'ai joués là, qui ont mis en avant pour l'accessibilité, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut désactiver certaines options en fait. Et ça reste quand même un plus parce que le rendre accessible, c'est bien, mais si t'as pas envie, tu enlèves. Moi, je reprends l'exemple de Dragon Age. J'ai enlevé toutes les petites indications à l'écran quand je tape des ennemis, par exemple. J'ai enlevé le petit réticule qui me permet d'avoir ma direction. Ma mini-carte, elle apparaît que quand j'appuie sur la flèche. Enfin, j'ai pu customiser mon interface pour le rendre, on va dire, compatible, avec ma façon de jouer, à me rendre une bonne expérience. Et je trouve que c'est là qu'un jeu accessible fait fort en fait. Parce que le fait de le rendre accessible à tout le monde, c'est très bien, mais que tout le monde puisse piocher comme il veut, c'est encore mieux en fait. Et je trouve que c'est un beau message pour le jeu vidéo, en tout cas dans les prochaines années. Totalement, je te rejoins à 200% et je rajouterai comme petite catégorie deux qui me tiennent un peu à cœur vite fait, mais surtout pour la deuxième. Mais meilleur jeu indépendant, on a Animal Well, Balatro, Lorelei and Laser Eyes. J'ai pas fait, mais il est très coté ce jeu. Neba aussi et UFO 50 ou 50 du coup, qui est très très bien. C'est une sélection de 50 jeux rétro, enfin faussement rétro, qui sont vraiment très très cool. Mais pour moi, Balatro, ouais, le concept est génial. Mais je pense que Balatro va le gagner. Et autre sélection dans laquelle on va retrouver Balatro, c'est meilleur jeu mobile. Donc il y a AFK Journée, Balatro, Pokémon TCG Pocket, qui a pas assez de choses à proposer par rapport à un Balatro par exemple pour gagner. Zenless Zen Zero et un autre que j'ai oublié. En tout cas, pour moi, Balatro gagnera meilleur jeu indépendant et meilleur jeu mobile. Ça, il y a pas trop de doute pour moi. Ouais, moi non plus, je suis pas inquiet par rapport à ça. Du coup, à voir, on verra le résultat, on regardera la cérémonie comme la dernière fois. Peut-être en replay cette fois, pas en direct, mais on la regardera en tout cas, c'est sûr. Au-delà des nominés, parce que moi, finalement, c'est presque ce qui m'intéresse le plus dans cette production, et on peut dire ce qu'on veut de Jeff Keighley et de la cérémonie, mais aujourd'hui, elle a réussi à capter quand même beaucoup de world premières, beaucoup d'événements, beaucoup d'annonces. Ah c'est le taulier maintenant. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse plus moi dans les Game Awards que les nominés ou le jeu de l'année. C'est
voilà, avoir des belles annonces, voir des choses. Donc j'ai envie de voir du Death Stranding, j'ai envie de voir le jeu de Capcom que j'oublie toujours le nom, mais qui me fait très envie, là, qui se passe dans l'espace. Bon, ça me revient pas, je l'ai perdu. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de voir du Doom, The Dark Ages, j'ai envie de voir plein de choses qui sortiront l'année prochaine. Donc j'attends ça du Fable, du Judas. J'attends ça de cette cérémonie, au-delà de tout ce qu'on a dit. Moi, c'est voir du jeu, voir à quoi on va jouer l'année prochaine, et en ça, je lui accorde ce mérite. Il l'a lancé, cette cérémonie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est très très suivie, même par les studios, même par les constructeurs. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de voir. En tout cas, petit point à rajouter, il y a 7 nominations pour Final Fantasy et 7 nominations pour Astro Bot. Donc c'est vraiment les 2 favoris de la cérémonie, en tout cas. Ça donne souvent une indication. Ce sont 2 jeux qui sont très bien vendus et qui plaisent énormément. Et 2 exclusivités Sony en plus. Donc pour le coup, là, Microsoft pleure des larmes de sucre. Mais en tout cas, voilà, c'est pour les fans, en tout cas, ça fait plaisir. Et c'est ce qui compte, non ? Et je crois que derrière, c'est Balatro qu'on a le plus avec 5 nominations. Et c'est Balatro juste derrière, tout à fait. Donc ça reste quand même un sacré top 3. Il est lourd, hein, ouais. Et ben écoute, je te propose, mon cher Kira, d'attaquer la chronique de Sea of Stars. Donc chronique qui s'inscrit dans un mini fil rouge que j'avais initié avec le jeu The Messenger. Donc première production du studio québécois Sabotage, donc Sea of Stars étant la deuxième. Donc pour résumer très très vite ce que j'avais dit sur The Messenger, parce qu'on est dans un fil rouge. Donc c'est un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui a savamment twisté, tu te rappelles ce que j'avais expliqué, dans son gameplay, dans son game design, qui avait twisté la formule d'un genre bien connu pour y apporter du peps, surprendre le joueur. Donc un jeu finalement qui avait beaucoup d'ambition. Exactement. Et plus que ce que l'on avait au premier abord, parce que on était dans le jeu hommage, le jeu donc qui rappelait une époque, qui rappelait d'autres jeux, dont Ninja Gaiden. Et donc, The Messenger avait réussi à casser les codes, surprendre le joueur. Et donc, on va voir aujourd'hui avec Sea of Stars, qui reprend lui aussi tous les aspects du jeu hommage phare, avec le JRPG cette fois-ci, donc Golden Sun, Chrono Trigger, Mario RPG, les Mana, etc. Et ben, est-ce qu'il va réussir, ce studio Sabotage, à recréer un chef-d'œuvre comme il l'avait fait avec The Messenger, sachant que The Messenger, pour donner un petit peu de lien avec ta news précédente sur l'actualité des Game Awards, il avait été élu meilleur jeu indé en 2018, The Messenger, et Sea of Stars meilleur jeu indé en 2023. Donc tous les deux ont été élu meilleur jeu indépendant, donc qui montre le niveau de Sabotage. Et Sea of Stars, on est à 6 millions de copies vendues quand même maintenant, donc très grosse prod. Et avant de commencer, 2 big up pour cette chronique. La première à toi, mon cher Kiki, parce que c'est toi qui m'as offert ce jeu. C'est vrai, je t'ai offert ce jeu. En plus, tu voulais l'édition physique, et quand je suis tombé dessus, je savais que ça allait être pour toi de toute façon. J'ai attendu l'édition physique parce qu'en effet le jeu est sorti en 2023, mais j'ai dit non, que nenni, je le ferai en 2024 avec l'édition physique, et j'ai tenu bon, c'était pas facile. Et deuxième big up à Mehdi qui adore ce jeu, donc big up, voilà, je sais que c'est un jeu de cœur pour lui, donc j'espère que ma chronique sera à la hauteur de l'amour qu'il a pour ce jeu. Et on vous laisse avec la musique de Sea of Stars, qui est un petit bijou pour les oreilles, pour les fans de musique de jeux vidéo. Bon, classique, une terrible menace menace l'équipe du monde. Tiens, c'était bizarre ma phrase. Bon, je la laisse, mais menace l'équipe du monde. Ouais, ok. Ça peut faire une bande-annonce, tu sais, de films de série Z ou série B, je sais pas comment on dit. Avec Steven Seagal, par exemple. Alors que bon, le scénario n'est pas du tout un scénario nanar. Donc un mal qui traverse les âges en plus. Donc tu vois, le mal qui menace l'équilibre du monde, c'est mieux dit comme ça. C'est pas n'importe quel mal. Il traverse les âges, les univers. Il est là pour semer la terreur et la désolation. Un peu comme la Team Rocket. Donc ouais, mais là en plus badass, et il n'y a pas Miaous qui parle, donc c'est un peu dommage. Mais il y a quand même
des progénitures maléfiques. Et en fait, tout ce mal provient d'un alchimiste méchant du coup. Et seuls les enfants du solstice, maîtrisant la magie du soleil et de la lune, peuvent combattre ce mal, sauver le monde en invoquant la magie de l'éclipse. Donc c'est sympa cette dualité en plus, lumière, ombre, lune, soleil, pour le duo que l'on va choisir. On choisit un des deux, mais bon, on fait toute l'aventure surtout ensemble. Donc c'est un peu raccord un peu avec la vie, quoi. Il y a toujours un équilibre entre l'ombre et la lumière systématiquement, et au final, c'est cool, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est deux personnages qui créent l'équilibre, qui créent la force, qui créent la magie. Donc c'est Valère et Zal, donc deux apprentis guerriers. Donc comme souvent dans ces JRPG, on joue plutôt des jeunes adultes qui vont vers l'aventure et vers qui ont le pouvoir de sauver le monde, et ils sont accompagnés d'un de leurs meilleurs amis, Garl, qui lui n'a pas de pouvoir magique en soi, mais son pouvoir c'est la bonhomie, la joie de vivre, il leur fait à manger et la cuisine c'est très important. Donc il a son rôle à jouer, ce petit Garl, et notre trio du coup quitte leur village pour partir en voyage après un entraînement en plus rigoureux pour tenter de sauver le monde. Donc un scénario classique du JRPG de l'époque, mais on l'a dit, c'est complètement voulu et c'est assumé, avec des thèmes forts abordés comme la fraternité en 1, évidemment. Ça fera un très bon shonen, hein. On est vraiment sur une équipe, une escouade qui se constitue et qui sont tous plus courageux les uns que les autres. Le bien, le mal, très manichéen, mais là aussi, ça fait partie des codes du genre. Les liens familiaux, qu'ils soient de sang ou de cœur, et comme je l'ai dit, les héros qui détiennent en eux la faculté de sauver le monde. Voilà, on est vraiment dans une histoire classique, dense par contre, mais vraiment efficace. Et pour moi, c'est une des plus grosses affiliations. Je parlais de références. L'histoire m'a beaucoup fait penser à Chrono Trigger, pour pas mal de raisons, sans spoiler évidemment. Mais on est sur une histoire qui est dense, qui réserve des surprises et qui est un vraiment vibrant hommage à cette époque. Donc je vais pas trop en dire sur l'histoire parce que Sabotage ont une petite patte maintenant où ils savent faire ils savent prendre les codes du genre avec une couche pour les sublimer, quoi. Avec une petite rusticité, et en effet pour les sublimer. Donc l'histoire vous réserve beaucoup de surprises, j'en dirai pas trop. Mais quand on dit jeu hommage, en tout cas jeu qui se veut hommage d'une époque, surtout d'une inspiration, Sabotage affirme ce caractère d'abord par l'aspect graphique du jeu, donc on va en parler tout de suite, et c'est souvent comme ça, je trouve, que ces jeux hommages font appel à une époque, à de la nostalgie, c'est avec les graphismes, et ils l'ont bien compris, le studio, parce que il y a un aspect très important de la production de ce jeu, c'est la façon dont il a été financé, parce qu'il a été financé en partie par un Kickstarter. Et quel est le meilleur moyen d'attirer le chaland sur Kickstarter? C'est de faire un jeu qui tout de suite est visuellement... Voilà, c'est les deux points que j'allais dire. Il touche la nostalgie en faisant référence à des poncifs du genre, comme je l'ai dit. En plus, le JRPG, on sait que c'est très coté. Et aussi en ayant un design très attractif. Et il l'est, le design très attractif. On est sur l'époque Super NES, la plus pour le coup, la plus détaillée évidemment. La plus populaire, la plus jolie, à mon sens, hein, en termes de pixel art. C'est une époque bénie pour le pixel. Donc c'est vraiment somptueux. Ils ont réussi leur campagne, hein, de toute façon. Déjà, ils bénéficiaient de l'engouement de The Messenger, mais en plus, cet aspect graphique, cette époque hommage a, je pense, soulevé les foules. Donc ils ont eu 1 600 000 $, je crois. Ce qui est déjà très beau pour un Kickstarter, hein. Ils voulaient 133 000. Ce qui est vraiment très beau pour un Kickstarter. Hein. Donc ils ont fait presque 10 fois plus, même plus de 10 fois la somme. Donc, mais en tout cas, je pense que l'aspect graphique, il est tellement joli, c'est très coloré, et en plus, il joue beaucoup avec les profondeurs. Donc on a souvent un arrière-champ qui est juste incroyablement beau, avec des personnages qui le sont tout autant, qui sont expressifs. Vraiment, là-dessus, l'aspect graphique, c'est le plus gros point fort pour moi de Sea of Stars, et c'est ça qui a vraiment attiré les gens.
Pour rester dans ce classicisme du coup voulu en termes de jeu hommage, il y a, je l'ai dit, la formule du RPG cette fois-ci. Donc on quitte les jeux de plateforme pour le RPG avec voilà tout ce que ça comporte. On part à l'aventure, tout ce que j'ai dit pour le scénario. On est dans un médiéval fantastique, un peu à la Golden Sun pour avoir les références. On gagne des niveaux à chaque fin de combat, il y a de l'expérience, on gagne des niveaux, on améliore soit la force, soit la magie, soit la défense, soit le mana, etc. On a des pouvoirs magiques, on a de l'équipement. Donc là aussi, c'est une formule que l'on connaît très bien. Donc on est en terrain connu. En terrain connu, oui, vraiment, tout à fait. C'est vraiment ça. Et enfin, autre élément incontournable de ce jeu hommage, c'est le tour par tour. Donc un tour par tour en plus qui se veut être actif. Par exemple, quand on lance une attaque, il faut appuyer au bon moment avec la touche A de la manette pour taper plus fort. Pareil en défense pour prendre moins de dégâts. Et ça rappelle tout de suite Super Mario RPG qui est sorti aussi il y a très longtemps, du coup à l'époque SNES. Et donc ça, Sea of Stars le fait très bien. Donc vous l'aurez compris, tu l'auras compris, Kara, Sabotage Studio a lorgné vraiment du côté du poncif de l'âge d'or du JRPG des consoles 16 bits, totalement comme il l'a fait avec The Messenger sur le jeu de plateforme. Mais ce qui est intéressant, c'est tu vois le changement de braquet quand même en style de jeu. Ils te sortent un jeu de plateforme vraiment à l'ancienne qu'ils ont twisté, et là du JRPG qu'ils vont twister. Enfin, ils sont vraiment partis sur deux délires différents, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et surtout, deux délires différents, mais qu'ils ont a priori très bien fait, en plus, donc c'est qu'ils ont vraiment compris les codes, et les comme tu disais tout à l'heure, des clichés qu'ils ont pu retourner pour sublimer et apporter leur patte à la recette, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est ça, en fait, il y a ce côté réconfortant de leur formule, parce qu'on est, comme on l'a dit, en terrain connu, on sait vers quoi on va, on connaît ce style de jeu, on connaît les codes, mais ils y apportent leur touche. Donc j'avais expliqué comment The Messenger ils l'ont twisté. Là je vais expliquer comment, pareil, Sea of Stars, c'est un peu leur recette finalement à Sabotage Studio. C'est on prend du vieux, on y met du neuf pour vraiment surprendre le joueur. Et en ça, je parlais des graphismes tout à l'heure. En fait, on est bien plus avancé que de l'époque SNES. On reconnaît le design, mais comme je l'ai dit, les environnements, les effets de profondeur saisissants, la qualité des sprites, des animations, il y a des petites cutscenes aussi animées, même si elles sont pas assez nombreuses, mais le graphisme, on est clairement sur quelque chose d'amélioré, de somptueux. On sait que c'est un jeu moderne, mais qui a les codes de l'ancien, et ça c'est très bien. C'était un peu moins le cas d'ailleurs sur The Messenger. Autre chose qu'ils ont très bien twisté, c'est l'exploration, et c'est d'ailleurs souvent qu'il y aura dans les JRPG la partie pas la plus contraignante, mais la partie la plus plate. C'est pas la plus fun. C'est pas la plus fun. Voilà, on traverse des villages, on parle au PNJ, on fait des donjons, on fait des combats, enfin voilà, il y a l'histoire qui se déroule, mais l'exploration en elle-même, sauf quand elle est récompensée, c'est très cool, mais sinon c'est plutôt plat. Et là, ils ont réussi deux choses même, ils ont réussi, c'est que notre chemin est parsemé d'énigmes, mais d'énigmes très bien pensées, et des énigmes qui me font penser à des jeux comme les cinématiques platformers, les jeux comme Limbo, comme Inside, sans l'aspect plateforme, mais dans l'aspect réflexion, on est sur des choses qui sont quand même très très bien pensées, des puzzle games même presque à l'intérieur de ce JRPG. Donc ça, c'est une façon, si tu veux, de faire des donjons, de l'exploration très agréable. Et en plus, deuxième chose qui rend l'expérience tout autant appréciable, c'est que c'est dur à décrire, mais par exemple, quand tu traverses un village, en fait, tu peux monter, tu peux escalader, tu peux sauter, tu peux traverser des petits ravins, tu peux contourner un bâtiment. Enfin, il y a une histoire de perspective aussi. Ce qui manque donc il faut être attentif. RPG old school, en fait. Et parce que le RPG old school n'a pas du tout. Oui, et en fait, cool, moi, c'est trop bien, en fait, parce que tu passes vraiment dans un moment très agréable à explorer. En fait, ça modernise énormément le genre, alors que c'est du petit détail, à tel point que quand tu fais derrière du vieux RPG, ce que j'ai relancé, j'avais rejoué à Golden Sun un petit peu après, en fait, tu te dis, mais c'est plat, tu te sens étriqué à l'étroit, alors que dans Sea of Stars, dans l'exploration, tu as un sentiment de plus de liberté, d'agilité et tout, et ça,
c'est vraiment très 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 bien fait, et pour moi c'est une des meilleures idées de game design qu'ils ont eu. Surtout qu'en plus là dernièrement, tu sais, on a Dragon Quest 3 qui est ressorti, a priori le jeu est quand même dans son jus, il a l'air magnifique en 2,5D, enfin c'est comme ça aussi d'ailleurs Sea of Stars. Est-ce que c'est un peu la même patte graphique ou on est vraiment dans du old school? Non, il n'y a pas du tout de 2,5D, on est sur du pixel, mais par contre avec un effet de profondeur quand même qui est vraiment... Ouais, c'est vraiment une très très belle direction artistique. Donc ils disent que le jeu en fait est trop old school dans ses mécaniques, mais je pense parce que justement un jeu comme Sea of Stars est sorti entre temps et a dépoussiéré la formule en fait. Oui, parce que Dragon Quest est vraiment dans son jus avec l'aspect le plus négatif. Or là, c'est tout le propos de Sabotage, c'est... Vous avez l'impression que le jeu, c'est un jeu à l'ancienne, c'est un jeu hommage, c'est un jeu qui est dans son jus, mais il ne l'est pas du tout. Il est modernisé, et cet aspect-là d'exploration en fait partie fait partie de leur formule et de leur génie, si je puis dire, en termes de game design. Il y a aussi c'est intéressant, en tout cas. Il y a aussi l'accessibilité qui a été modernisée, un peu à l'image de Final Fantasy XVI où on a de l'équipement qui permet de faire une expérience un petit peu personnalisée, soit plus difficile, soit plus facile. Là, ils ont fait pareil avec des reliques que l'on peut activer ou désactiver pour se personnaliser un peu notre expérience. C'est très bien fait. Les combats au tour par tour aussi sont modernisés avec un système de verrou. Donc quand un ennemi qui veut nous attaquer, il y a des petits logos qui s'affichent au-dessus de la tête de l'ennemi, et si on fait les bons coups, donc si par exemple il y a un petit logo épée et qu'on tape avec une épée, on va pouvoir faire baisser l'intensité de son attaque ou même carrément l'annuler, la cancel. D'accord. Et donc ça permet d'avoir du combat au tour par tour où tu es plus attentif. Déjà, tu es plus attentif parce qu'il faut appuyer au bon moment quand tu tapes, mais en plus, il faut faire attention à quelle attaque tu sélectionnes, et ça te permet de pas utiliser toujours l'auto-attaque, pas toujours utiliser la même attaque, ce que l'on fait généralement dans les... quand tu as du combat aléatoire, on spamme la touche attaque et pour enchaîner les combats. Là, non, ça permet d'avoir des combats plus dynamiques, plus intuitifs, plus qui se renouvellent davantage. Et enfin, dernier point ce qui fait partie vraiment de l'ADN de Sabotage, là on a la confirmation avec... On avait des sérieuses pistes avec The Messenger, là on le sait avec Sea of Stars. Ils accordent énormément d'importance à l'humour, ils veulent vraiment faire rire les joueurs. C'est un studio qui aime l'autodérision, ils ont sorti une version québécoise de leur jeu. D'accord, ok, avec l'accent et tout. Ouais, ça doit être extrêmement rigolo avec un trailer en québécois. Alors, on ne se moque pas des Québécois, bien entendu, vous avez un accent bizarre, mais on ne se moque pas. Surtout que vous êtes très nombreux à nous écouter. Exactement, donc, on vous aime beaucoup. On aime la poutine. Sur vous. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est très drôle. Il y a de la légèreté dans les personnages. Ils sont bien écrits, ils sont rigolos, ils sont hauts en couleur. À un moment, on rejoint un équipage qui est là pour nous faire traverser les mers. Ils sont très drôles. Donc voilà, les personnages, l'humour, l'histoire font partie de l'ADN de Sabotage, avec un twist sur l'histoire que je ne révélerai pas, évidemment. Mais je vous renvoie à ma chronique de The Messenger. C'est un peu l'idée. Donc, tu l'as dit, Kira, Sea of Stars, Sabotage, sublime, modernise des références du joueur en les dépoussiérant et en nous surprenant. Mais du coup, pour quel résultat avec Sea of Stars ? Pour The Messenger, j'étais dithyrambique, 0 défaut. Je trouve quelques petits défauts à Sea of Stars, parce que le RPG c'est quand même plus difficile à calibrer qu'un jeu de plateforme, je pense. Moi j'ai trouvé le jeu extrêmement simple, mais vraiment je suis mort. J'ai regardé sur l'écran titre à la fin, on peut savoir le nombre de morts. J'étais mort 2 fois dans le jeu. Ouais, c'est pas mal, mais je suis mort 2 fois, tu vois, c'est quand même pas beaucoup. C'est pas énorme. Même en me rendant la vie un peu plus difficile, je consommais pas de nourriture, par exemple. Je me rendais moi-même la vie plus difficile. Le DLC a un peu rééquilibré les choses. J'en parlais la semaine dernière, il y a un petit DLC gratuit qui est sorti qui rééquilibre un peu ça. Donc, je pense qu'ils en avaient un petit peu conscience quand même. Et le système de combat, qui est bien, qui est très bien, mais qui, sorti du tuto, n'a plus grand chose à proposer de nouveau. Donc finalement, les mécaniques qu'on a en début de jeu, pas vraiment, et ça c'est dommage. Après le jeu, on s'ennuie pas, il est dynamique, la formule fonctionne très bien, le système de combat est très bien, et elle nous permet de tenir, le système de combat nous permet de tenir jusqu'au bout, mais malgré tout, j'aurais aimé qu'il se renouvelle davantage. Donc voilà, j'ai quand même, tu vois,
Je préfère, j'avoue, The Messenger, je le trouve mieux fait, mieux abouti que ce Sea of Stars, qui est un bijou. Attention, c'est un très grand jeu. Pour tout le reste, c'est du sans faute. Mais tu vois, j'ai quand même quelques petits bémols qui sont ceux-là. Un jeu un poil trop sage dans ce qu'il a à proposer, je trouve. Mais est-ce que tu te serais pas ennuyé du coup? Parce que c'est vrai que quand le gameplay se renouvelle pas et qu'on utilise les mêmes mécaniques sur, je sais pas, moi, 30, 40 heures, c'est peut-être un peu redondant, non? Donc c'est déjà ça, 30-40 heures, tu as dit la durée de vie, c'est tout à fait ça en plus. C'est vrai. Est-ce que je me suis ennuyé? J'ai eu un petit ventre mou, mais très court, juste avant. C'est parce que t'as arrêté le sport, twist. Non, même pas. Et même quand j'arrête le sport, je garde mes abdos saillants. Je sais pas comment ça se fait. C'est la génétique. Toi, tu as de la chance. Ouais, on n'est pas tous égaux là-dessus. Moi, j'ai dû prendre ça du côté de mon père. Et en fait, juste avant ce que l'on pense être la fin, etc. Enfin, ils ont refait un peu à la The Messenger. Il y a un truc qui se passe et l'histoire te rembarque. Heureusement, pour ce système de combat, t'as plusieurs personnages jouables, ce qui te permet de mixer un peu les expériences et voilà, c'était pas mal. Mais un système de combat un peu trop plat pour moi, c'est mon grief. Mais est-ce que pour moi c'est le jeu indépendant de l'année? Donc voilà, c'était en 2023. Est-ce que en 2023 il aurait été mon jeu indépendant de l'année? Et la réponse est quand même oui. Moi j'avais élu Cocoon en jeu indé de l'année, que j'ai beaucoup aimé, mais je mets évidemment Sea of Stars en termes de production, en termes d'ambition, en termes de tout ça au-dessus, alors que j'adore vraiment Cocoon. Donc tout ça pour dire que ça reste quand même un jeu majeur sur la scène du jeu indépendante, mais que j'ai trouvé, ouais, je te dis, un poil trop sage. Malgré toute la générosité qu'il a, hein, vraiment c'est un jeu extrêmement généreux, et quand même si je vous ai pas donné assez envie, j'ai quelques petits éléments supplémentaires avant la conclusion. Donc déjà, le fil rouge avait vraiment du sens parce que c'est un préquel en fait à Messenger. C'est ça la surprise qu'ils nous ont fait avec Sea of Stars, c'est que les deux jeux, même s'ils sont très différents en termes de style, ils sont dans le même univers. Donc pour donner un petit exemple, dans The Messenger, on traverse une zone, la zone des géants qui est en ruine, qui est un peuple disparu. Et dans Sea of Stars, on rencontre le peuple des géants. Donc j'en dirai pas trop, mais ça c'est extrêmement cool. Donc faire les deux jeux a d'autant plus de sens. Donc si vous avez aimé The Messenger, c'est important de faire Sea of Stars. Aussi, il y a une zone du jeu qui est très cachée, où on découvre un marchand de The Messenger. Donc voilà, il y a pas mal de petits easter eggs, en tout cas, des musiques et tout. Oui, de leur propre production, en fait. C'est ça qui est cool, en fait. Si tu suis le studio, du coup, tu arrives à repérer ces surtout choses-là. Que ça laisse présager que pour leurs autres productions, ça se passera peut-être dans le même univers et ça peut faire un fil conducteur qui est très très sympa. Un univers connecté. Autre argument, il y a du endgame. Quand on finit le jeu, c'est pas la vraie fin. Il y a une vraie fin à débloquer et vraiment, faites cette vraie fin. Elle est absolument géniale et elle est émouvante, elle est touchante. Il faut la faire. C'est vraiment très important. Aussi. Et il faut quoi pour faire cette fin-là? Il faut que tu refasses le jeu une deuxième fois ou il y a des choses à débloquer spécifiques? Ouais, il faut faire toutes les quêtes annexes de tous les personnages. Parce que chaque personnage a une quête annexe. Ouais, non, il y a du boulot. Et il y a 60 collectibles, 60 conques, des petits coquillages à récupérer, arc-en-ciel, qui sont assez galères à récupérer. Mais avec le DLC, si vous n'avez pas eu le courage, là, il y a un DLC qui facilite encore plus l'obtention de ces collectibles. Donc vraiment, si vous avez aimé The Messenger et Sea of Stars et que vous n'avez pas, vous n'êtes pas allé jusqu'à la vraie fin, faites-le vraiment. Autre argument, la musique. Il y a Yasunori Mitsuda à la musique. Est-ce que ce petit nom te dit quelque chose, Kira? Pas du tout. C'est vrai que je suis pas un spécialiste en musique, je t'avoue. Il a fait les musiques de Chrono Trigger, notamment. Donc, un grand monsieur. Rigolo, et je crois sur Xenoblade Chronicle aussi, il doit être à la manœuvre. Il a pas fait toutes les musiques, mais il a participé en tout cas à celle de Sea of Stars. Et la BO est incroyable. Et deux derniers arguments, il y a des DLC, un gratuit, j'en ai parlé la semaine dernière, qui rajoute pas mal, qui équilibre pas mal de choses, qui rajoute la coop, qui équilibre les combats, pas mal de petites choses. Et au printemps prochain, un DLC qui se passera dans le monde miniature de l'horloge, donc ça va être, je pense, très joli, avec une belle direction artistique. Et enfin, il y a un artbook, un magnifique artbook qui est sorti chez Sœur d'édition, qui permet de profiter de
cette patte graphique, de cette direction artistique absolument incroyable. Et en plus, l'ouvrage est bien parce qu'il y a des commentaires du directeur artistique Thierry Boulanger qui explique plein de choses. C'est une sorte de making-of, en plus d'être un artbook illustré par Bryce Coe, qui est le directeur artistique un concept art en tout cas, un concept artiste de chez Sabotage. Donc voilà, plein de raisons qui vous poussent à consommer du Sea of Stars. C'est une très très belle œuvre. En tout cas, moi j'aime beaucoup, tu sais, tout ce qui est artbook et tout. Et souvent, ce qui manque dans les artbooks, c'est peut-être des descriptions, tu vois, de game design, de choses comme ça. Et là, d'après ce que tu es en train de dire, ça a l'air d'être à peu près ça. Ouais, carrément, ils ont rajouté plein d'anecdotes, plein de trucs. Donc on en sait plus sur la production. Donc en conclusion, donc au-delà du fait d'avoir livré 2 très grands jeux, vraiment je l'ai dit, Sabotage Studio offre sa vision du jeu vidéo, des jeux simples en apparence, des jeux réconfortants, des jeux séduisants, des jeux hommages, pour finalement être bien plus, se réapproprier un genre, nous faire vibrer, nous surprendre, et cette recette fonctionne parfaitement. Donc Sea of Stars s'inscrit vraiment dans la lignée de ce qu'a fait The Messenger, qui pour moi reste un tout petit peu plus abouti, pas sur tous les aspects, graphiquement par exemple Sea of Stars est plus beau. Dans tous les cas, quel jeune studio peut se targuer d'avoir réalisé 2 pépites comme ça, coup sur coup, en plus les 2 élus meilleurs jeux indépendants. C'est vrai, là-dessus ils sont chauds les mecs. Ouais, et leur ambition c'était que leurs jeux justement qu'ils arrivent à produire trouvent leur place à côté de ces productions références que j'ai citées, Chrono Trigger et autres. Et ben moi je peux le dire franchement, vous pouvez ranger ces exemplaires de Sea of Stars et de The Messenger à côté des ténors du genre. Pour tout fan, vraiment ils ont leur place dans votre ludothèque. Donc bravo à ce studio qui a plein d'amour, qui aime leur jeu et qui aime aussi leurs joueurs. Je trouve qu'ils prennent vraiment soin de nous et ils nous gâtent par la générosité de leurs titres. Et ça, n'empêche, c'est le plus important quand un éditeur vraiment veut faire plaisir à sa communauté. On retrouve ça souvent sur la scène indépendante, en fait, où ils font vraiment des jeux pour les joueurs. Et c'est vrai qu'avoir un jeu comme ça, qui transpire la générosité avec des gens vraiment engagés et qui ont envie de faire quelque chose de nouveau, forcément que c'est cool. Même si le jeu peut avoir des défauts, je préfère encourager ce genre d'expérience, en fait. Et donc c'est à ton tour, Kira, de nous parler d'une œuvre cette fois-ci cross-média, donc Watch Dogs Tokyo. Donc je connais pas les jeux, je connais pas le manga, donc j'ai hâte de t'écouter. Oui, tout à fait. Watch Dogs Tokyo, donc un manga que j'attendais depuis un certain temps, parce que j'aime beaucoup la trilogie Watch Dogs. Mon préféré reste le second, et c'est vrai que c'est une saga qui est mise en pause par Ubisoft suite à l'échec du dernier Watch Dogs, Watch Dogs Légion, qui je pense est sorti peut-être un peu trop tôt en fait dans ses mécaniques, mais j'en parlerai peut-être un jour. Et du coup, forcément, avoir un univers étendu, pouvoir profiter de ce lore en fait, alors qu'il n'y a pas de nouveaux jeux, j'étais forcément la cible en tout cas. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé juste après cette petite musique d'intro qui est tirée d'un jeu Watch Dogs bien sûr. Le manga Watch Dogs Tokyo a été créé par Kamo Shuei au dessin et Seishi Shitaro au scénario. Donc c'est édité par Pika en France et il y a actuellement 3 tomes pour cette série. Je crois que c'est une série en 3 tomes d'ailleurs, parce que je n'ai pas vu de tome 4 de prévu ou d'annoncé en tout cas. Donc Watch Dogs Tokyo nous plonge dans une version futuriste de Tokyo où la technologie et la surveillance sont omniprésentes. Le protagoniste, un hacker talentueux nommé Kenji, découvre un complot qui menace la sécurité de la ville. Utilisant ses compétences de piratage, il s'attaque à des corporations corrompues et à des forces et aux forces de l'ordre pour révéler la vérité et protéger les citoyens. Donc on est vraiment dans un scénario très classique de la saga Watch Dogs. Quand j'ai commencé à lire ce manga, ce tome 1 en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir une introduction de la saga Watch Dogs en fait. Donc on reste dans les carcans de la saga, mais voilà, on est dans quelque chose du coup qui utilise son nouveau médium. C'est un peu ce qu'on disait finalement sur Sea of Stars, on est en terrain connu avec cette œuvre cross-média, tu sais dans quoi tu mets les pieds. Enfin, t'aurais reconnu, t'aurais pas vu la pochette, tu savais que t'étais dans du Watch Dogs. Okay.
Tout à fait. Et donc, comme dans tous les jeux Watch Dogs, le premier tome explore les dangers de la surveillance de masse et le pouvoir des grandes entreprises technologiques. J'ai retrouvé l'ambiance et la paranoïa, ainsi que cette ambiance de rébellion contre le système oppressif, avec ce fameux hacker au cœur de l'intrigue. Tout comme dans les jeux, Kenji utilise des techniques de piratage pour infiltrer des systèmes, voler des informations, manipuler la technologie à son avantage, rappelant les capacités du coup des protagonismes des jeux précédents, comme Aiden Pierce ou Marcus Holloway par exemple. Les personnages sont confrontés à des dilemmes moraux, donc c'est un thème récurrent dans la série. Kenji par exemple doit naviguer entre ses propres principes et les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs. Tokyo également est dépeinte avec une grande attention aux détails, donc c'est similaire à la représentation de Chicago, de San Francisco ou même de Londres dans les jeux précédents. En résulte une immersion totale dans une ville où chaque coin de rue peut cacher un secret ou une menace, et le côté voyeuriste du jeu semble bien retranscrit, en tout cas dans ce premier tome bien sûr. Et est-ce que l'auteur reprend des codes là plus du jeu vidéo? Je te donne un exemple pour illustrer ma question. Est-ce qu'on a des barres de vie par exemple? Est-ce qu'on voit les munitions affichées? Enfin, je te dis des bêtises, mais est-ce qu'il y a des éléments de jeu vidéo dans ce média ou pas du tout? Oui, c'est vraiment manga. Il n'y a pas d'éléments de jeu vidéo apparents comme un HUD ou quoi que ce soit. Par contre, tout ce que tu vas utiliser avec ton téléphone portable, par exemple, pour hacker, enfin du moins tout ce que Kenji va utiliser dans le manga, ça va avoir la même direction artistique que sur les jeux en fait. Et on va retrouver également les entreprises qui font partie du lore de Watch Dogs, qui va permettre justement d'avoir cette fameuse ADN. Donc on est vraiment dans un manga pur et dur, donc avec une narration très propre au manga. Par contre, on va retrouver l'ADN du jeu dans son visuel sur certaines petites choses. Ok. Donc les scènes d'action et d'infiltration sont quand même très bien réalisé et bien découpé. Ça capture bien l'essence des missions que les joueurs accomplissent dans le jeu. Les stratégies de Kenji d'ailleurs pour échapper aux ennemis et pénétrer dans les installations sécurisées rappellent aussi les mécaniques de gameplay de la série. Le premier tome réussit vraiment à capturer cette essence tout en apportant une nouvelle perspective, donc grâce à son cadre unique comme je te le disais tout à l'heure et à ses personnages originaux. L'intrigue est bien rythmée avec des rebondissements qui maintiennent l'intérêt du lecteur. Les thèmes de la surveillance et de la liberté individuelle sont explorés de manière pertinente, résonnant avec les préoccupations contemporaines qu'on a actuellement. Tu sais, comme en Chine en ce moment, ils ont possibilité de surveiller tout le monde via les caméras de surveillance, via les téléphones. L'intelligence ils peuvent artificielle, également peut-être. aussi, l'intelligence artificielle notifier des gens. Et là, on va retrouver ça en fait, mais donc dans l'univers de Tokyo. Donc ça se passe dans quelques années. Et du coup, on a vraiment cette sensation de quelque chose d'assez, pertinent dans son propos. En tout cas. Bon, certains tomes s'appuient un peu trop sur les tropes établis par les jeux et manquant parfois d'innovation. Il se sert pas assez du changement du médium par moment, et certaines descriptions techniques comme le hacking sont quand même assez complexes par moment. Moi qui suis pas un spécialiste de l'informatique, évidemment, je me dis putain de quoi il est en train de me parler. Ouais, carrément. Okay. Ça c'est dommage. Ça reste familier pour les gens qui sont habitués au jargon informatique, mais ça me rappelle par moments la série Mr. Robots, une série que je recommande fortement, qui est très très bien, où on suit un hacker, et justement on avait un peu cette sensation-là en fait, c'est que la série s'orientait vraiment vers un public connaisseur de ces termes. Et par moments, je me suis senti, on va pas dire perdu, mais je me suis dit, une personne qui connaît rien du tout peut le laisser de côté, tu vois. Bon, après on reste sur une version light, je parle de Monsieur Robots qui est quand même un chef-d'œuvre. Là on est quand même sur du Watch Dogs, faut pas déconner. Même si les personnages sont intéressants, certains manquent de profondeur et de développement, notamment les personnages secondaires dont les motivations et les arcs narratifs sont encore trop manichéens. Après encore une fois, on reste sur un premier tome. De plus, le rythme de l'histoire est assez inégal avec de nombreuses allées et retours dans le temps. Certaines sections d'exposition ou de description technique ralentissent fortement l'action, et enfin certains rebondissements sont assez prévisibles. Après, c'est surtout prévisible quand tu connais l'univers Watch Dogs et quand tu connais le lore Watch Dogs en fait. Donc c'est à la fois ce que j'ai recherché en fait, c'est vraiment une petite lecture que tu peux faire tranquillement avec une petite série seinen. Alors c'est pas un shonen, c'est vraiment un seinen que tu peux suivre tranquillement si tu veux, que tu vas lire une fois, deux fois, mais c'est pas non plus une série fantastique. En revanche, c'est vrai que pour le fan de Watch Dogs, on va y trouver son compte en tout cas. Et celui qui connaît pas du tout?
Il sera pas laissé de côté parce qu'on explique quand même toutes les références, mais encore une fois, il faut quand même s'accrocher à certaines phrases et certaines choses qui sont dites en fait. Et ça peut vraiment gêner des personnes. En revanche, pour les gens qui sont intéressés pour rentrer dans la saga via ce manga, je pense que c'est une belle porte ouverte quand même. Pas une belle porte ouverte, oui, une belle porte d'entrée, on va dire. En conclusion, Watch Dogs Tokyo est une belle intro, ce que je disais tout à l'heure, pour les fans de la série de jeux et ceux qui s'intéressent au thriller technologique. Il offre une réflexion sur les implications de la technologie dans les vies tout en fournissant une dose d'action et de suspense assez intéressant. Je trouve que c'est un bon début, en tout cas, à voir ce que ça va donner sur les 2 prochains tomes. Mais voilà, j'ai été très satisfait par ce que j'ai lu, et j'en viens même à dire que j'aimerais bien voir un Watch Dogs à Tokyo, du coup, avec ce protagoniste manette en main, ça me plairait beaucoup. C'est très intéressant. En plus, je trouve que Watch Dogs est une licence qui se prête bien au cross-média. On pourrait voir des films, une série, là des mangas, et en plus, dans chaque grande ville, peut-être un Watch Dogs à Paris, enfin je sais pas, en dessins animés, enfin je dis des bêtises, mais en tout cas je trouve qu'ils ont le matériel en termes de saga et de lore pour se faire, et en tout cas j'aimerais bien voir cette saga revenir, parce que elle a laissé quand même beaucoup de fans sur le carreau. Justement, tu fais bien d'en parler, parce que le premier Watch Dogs se passe à Chicago, donc avec une ambiance assez automnale, donc très proche du climat de Chicago, mais avait un côté très premier degré, très vigilante, ce qui avait perdu le second Watch Dogs, en fait, où on avait des protagonistes plus jeunes qui se passaient à San Francisco. C'est pour ça que j'aimais beaucoup ce jeu, et on avait une ambiance très Silicon Valley, tu sais, très Apple par moment, très Google. D'ailleurs, on avait des parodies, on va dire, de ces fameuses entreprises. Et le 3 partait dans un Londres post-Brexit, en fait, où justement les drones étaient là pour surveiller, où on avait un système de pilotage automatique via intelligence artificielle sur les voitures. Et je trouve que changer de ville à chaque fois, de changer la culture, tout en se rapprochant justement de l'entreprise qui gère ces fameuses avancées technologiques, est super pertinent et surtout super intéressant, parce que ça permet de renouveler constamment le lore, tout en traitant, entre guillemets, d'une continuité dans l'histoire, et surtout ça parle encore une fois de surveillance, de piratage informatique, qui sont des choses très très actuelles, et surtout qui peuvent faire peur en fait. Oui, puis tu peux l'adapter à n'importe quelle ville, tu peux faire ça au Brésil, dans les favelas, je sais pas, mais en tout cas ils peuvent adapter leur formule à tout plein de lieux, tout plein de villes iconiques avec leurs spécificités, et donc c'est pour ça que l'œuvre est intrigante et intéressante pour ça, je trouve. Voilà. Sachez qu'il y a un film Watch Dogs qui va sortir. Il vient de terminer sa production d'ailleurs. À voir si on va avoir des protagonistes des jeux ou pas, si ça sera une autre ville ou pas. Mais en tout cas, on arrive vraiment dans une œuvre cross-média, c'est-à-dire on n'a peut-être plus de jeux vidéo pour l'instant, mais voilà, la licence n'est pas morte, et je pense que c'est important de le savoir si ça vous intéresse. En tout cas, 8€ le manga, vous pouvez y aller. Eh bien, merci beaucoup mon cher Kira pour cette chronique fort intéressante. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On a du coup en big up cette semaine, on a Gros Tout. Très joli pseudo, j'adore. Je sais pas, je trouve ça trop mignon, Gros Tout. C'est un peu comme Gros Goût, mais en tout, quoi. En tout cas, il nous a mis 5 étoiles. Merci à lui. Il aimerait une chronique sur My Hero Academia. Donc, navré, moi, c'est pas ma spécialité. Toi, Kira, peut-être, je sais pas, non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai vu qu'un seul truc My Hero Academia, c'est le film au cinéma. J'ai emmené ma fille le voir, je crois que c'est le 3e film. Et j'avoue, je me suis fait chier, mais d'une force. Mais en fait, j'ai un problème, c'est que j'aime pas le design, et je m'aperçois que j'ai de plus en plus de mal avec le design des animés japonais récents, en fait. Et c'est peut-être mon côté vieux con quarantenaire, mais voilà, en tout cas, je suis désolé, je ne le ferai pas. Autre big up, Anto Rezin. Si je l'ai bien dit, navré. En tout cas, il nous a contacté sur Insta, et en plus 5 étoiles. Merci pour les 5 étoiles. Merci pour tes gentils messages. Il nous écoute en voiture. Ça fait trop plaisir. Et Billy Joe qui dit salut l'équipe. Il nous a aussi mis 5 étoiles. Donc merci beaucoup. Avalanche de 5 étoiles. D'ailleurs, merci vraiment. Certains nous disent je l'ai enfin fait. C'est-à-dire qu'ils nous écoutent depuis longtemps et ils l'ont pas encore fait. Donc si c'est votre cas, vraiment, parce que vous êtes des milliers à nous écouter, on a je crois 200-300 notes, on pourrait en avoir beaucoup plus, donc vraiment ça nous ferait chaud au cœur, donc n'hésitez pas. Ça nous fait vraiment plaisir, tout à fait. Ça va être pour le référencement surtout. Exactement, à nous faire connaître, etc. Peux-tu nous faire un petit peu de teasing, mot de la fin, tout ça, on t'écoute mon cher Kira.
Alors, pour la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous tester Dragon Age si je l'ai fini. Après, c'est vrai que je slow run le jeu, donc voilà, sinon j'ai un plan B de toute manière. Je tiens à dire également qu'on a fait une partie de Mario Party la dernière fois et que c'est toi qui as gagné une partie et la deuxième c'est un ami, donc j'ai perdu les 2 fois. Donc je tiens à rendre à César ce qui est à César en tout cas, car je t'avais pas mal trollé sur le dernier épisode. Et toi, tu as prévu quoi pour la semaine prochaine ? Gladiator 2. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Donc ça sera Gladiator 2 et un truc un truc surprise. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Allez voir des films, lisez des livres, jouez à des jeux vidéo, c'est très important. Surtout qu'il y a des très bons jeux en ce moment. Lisez des mangas, Watch Dogs, si vous avez l'occasion, c'est le moment. En tout cas, ça peut être un cadeau sympa pour Noël. Et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao. Très bonne semaine. Ciao.